Bonjour à toutes et à tous. L'équipe des matinales de la transition écologique est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette première conférence du cycle 2024-2025 qui s'articule autour du thème du savoir et du faire. Donc cette thématique, elle est née d'un constat, celui qu'en tant qu'ingénieurs ou futurs ingénieurs, nous avons une position privilégiée pour agir. Donc comment donc mettre à profit ces connaissances, notamment en matière d'écologie, au service des organisations, des institutions, des entreprises. Donc c'est la question à laquelle va tenter de répondre notre invité, Jean-Michel Huppé, que nous avons la joie de recevoir aujourd'hui. Donc Jean-Michel Huppé, vous êtes chercheur en écologie politique au CNRS, défenseur du débat public. Vous êtes aussi cofondateur de l'ATECOPOL, donc atelier d'écologie politique, qui vise à mettre la science au service des débats économiques, politiques et sociaux. Vous avez également dirigé l'ouvrage collectif Débrancher la 5G, enquête sur une technologie imposée, paru en 2022 aux éditions Éco-Société. Avant de vous laisser la parole, nous souhaitons remercier Jean-Marc Benguigui qui nous accompagne dans ce projet, Romain Plourde à la captation vidéo, puisque cette conférence sera également disponible sur notre chaîne YouTube, la direction développement durable, Vanessa Legarec et Emmanuel Rosière, et enfin la direction de l'école, qui nous permet cette année de libérer 4 créneaux dans l'emploi du temps, afin que tous les étudiants de l'école puissent y participer. Je vais donc maintenant laisser la parole à Jean-Baptiste Avrier pour un mot d'introduction. Merci. Bonjour, chers étudiants, chers collègues, chers membres du public. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille à Centrale Nantes aujourd'hui pour cette conférence sur un sujet fondamental concernant le rôle des scientifiques face à l'urgence écologique. Donc le thème d'aujourd'hui, l'engagement écologique des scientifiques, savoir et ne pas agir. Alors ce n'est pas agir, mais ce n'est pas savoir non plus. Rentre directement en résonance avec les valeurs de l'École centrale de Nantes, et notamment l'une des 3 valeurs qui porte sur l'engagement. À Centrale Nantes, nous avons à cœur de former des jeunes, des diplômés capables d'agir grâce à des connaissances scientifiques et technologiques, mais également grâce à des compétences qu'ils vont pouvoir acquérir au sein de l'école. Et plus largement, notre activité de formation, de recherche, d'innovation vise précisément à donner les moyens à nos étudiants comme à l'ensemble de la société d'agir face aux défis majeurs de notre époque. Donc cette réflexion sur l'engagement, elle est importante. Elle est à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif, parce que si chaque scientifique, chaque ingénieur peut agir à son niveau, c'est aussi souvent par des initiatives collectives dans les entreprises, dans les institutions, que l'impact se démultiplie, et c'est d'ailleurs souvent à cette échelle-là que c'est le plus pertinent. Donc la conférence d'aujourd'hui nous invite également à réfléchir à ce double enjeu, comment transformer la connaissance en action, et comment ensemble avoir un impact de transformation systémique. Je vous remercie de votre présence, et sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Michel Huppé. Bonne conférence. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je suis nantais d'origine, donc voilà, c'est un peu un retour voilà, dans ma ville d'enfance. Je tiens tout d'abord à remercier Jean-Baptiste Avrier voilà, de m'accueillir, de me recevoir aujourd'hui. Merci aussi beaucoup à l'équipe des matinales, Théo, Lou et Pierre-Jules, de m'avoir invité. Ce que je vais présenter, c'est le résultat de réflexions collectives au sein de l'ATECOPOL, l'atelier d'écologie politique, même si bien sûr la présentation que je viens de faire, ça correspond à mon approche personnelle. Et donc je suis très heureux d'être ici pour discuter d'un sujet qui me tient à cœur et qu'on discute pas mal au sein de notre collectif à Toulouse.
Et c'est un sujet sur lequel je ne prétends évidemment pas avoir le dernier mot. C'est une réflexion qui est toujours en cours, ni chercher à donner des leçons. Voilà, ce qui pourrait être entendu, puisqu'effectivement, on va parler de questions d'éthique et morale. Donc, il y a parfois cette impression d'être donneur de leçons, donc je ne souhaite surtout pas que ce soit le cas. Et je vais demander à l'équipe, à Théo, à l'équipe de matinale, d'être assez vigilant sur la durée de ma présentation. Me laisser à peu près 40 minutes pour être sûr d'avoir un temps assez long de discussion. Donc, je vais essayer de passer assez vite pour vous donner pas mal de pistes et sur lesquelles on pourra revenir après. Puis, j'ai tendance à être assez bavard et à me laisser emporter dans les discussions. Donc, voilà, il ne faudra pas hésiter à me le rappeler. Alors, tout de suite, voilà, Théo m'avait demandé 2 petites questions pour me lancer. Déjà, clarifier qu'est-ce qu'un chercheur en écologie politique. Donc, clarifier le terme d'écologie politique. Évidemment, on est dans le champ scientifique, parce qu'en France, en français, le terme écologie politique désigne aussi les partis politiques. Donc, l'écologie politique, c'est évidemment pas dans ce sens-là, c'est pas dans le sens partisan. C'est politique comme dans le terme science politique. Voilà, c'est une discipline académique dans la politico-écologie, c'est une discipline académique dans le reste du monde. Et puis la façon dont je pratique l'écologie politique, elle est un peu spéciale par rapport au champ international, au champ pluriel de l'écologie politique, puisque c'est à la façon de l'atelier d'écologie politique, on a un peu réinventé, redéfini une façon peut-être un peu originale, même si elle s'inscrit dans la politique écologie. Donc, qu'est-ce que c'est que la Técopole? Donc, c'est une initiative qui est née en 2018, à laquelle je suis à l'origine avec quelques collègues. Et oui, peut-être pour dire aussi, je suis à cette origine, je n'ai pas toujours été chercheur en écologie politique, puisque j'ai fait toute ma carrière en neurosciences. J'étais recruté au CNRS en 2004 en neurosciences, et c'est à partir des années, progressivement 2015 et quelques, que j'ai commencé à me poser des questions, à souhaiter changer de discipline, et ça s'est concrétisé à partir de 2018 dans la création de la Técopole, qui m'a permis de vraiment faire cette redirection. Et j'ai rejoint du coup un laboratoire de sciences humaines et sociales, que vous l'avez vu au début, le FRAMESPA. Oui, c'est ça. En 2020. Alors, la façon de présenter la Técopole, je présente en général avec quelques petits schémas et quelques citations. Donc, voilà les principales, qu'on a tendance à présenter depuis la création de la Técopole, et qui résument un petit peu la motivation de ce qu'on essaye de faire à Toulouse. Il y avait un premier constat qui était, quand je me suis, comme beaucoup de monde, préoccupé suite aussi à l'accord de Paris, quand c'est vraiment redevenu dans 2015 les questions écologiques, climatiques, de dire mais comment ça se fait qu'on sache depuis aussi longtemps et qu'il ne se passe rien, ce qui est bien résumé par ce petit dessin. Et un des constats qui a été fait, c'est que les conférences de climatologues, notamment à laquelle j'assistais, étaient absolument terrifiantes dans les descriptions, quand j'essayais de me former justement de ce qui nous arrivait, de ce qui allait nous arriver, mais restait toujours un peu limité sur les causalités profondes. Alors ça s'arrêtait, oui, c'est les humains qui sont responsables du changement climatique, puis qu'est-ce qu'il faut faire? Ça restait un peu court là-dessus, alors que dans les sciences humaines et sociales, notamment chez les historiens et historiennes, il y avait une compréhension beaucoup plus profonde des mécanismes, à l'origine de quelles sont les actions humaines, qui sont évidemment différenciées, ce sont des rapports de domination, des rapports de force, il y a tout un historique, il y a évidemment la responsabilité quand on parle du colonialisme, du capitalisme, d'impérialisme, tous les ismes, ce qu'on veut, il y avait une réflexion qui était beaucoup plus aboutie, mais que n'avait absolument pas la même autorité que des rapports neutres, objectifs du GIEC. Et Bruno Latour, dans Face à Gaïa, résume assez bien cette question, parce que je ne sais pas si vous savez, le mandat donné au GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, c'est de juste faire l'état des lieux de la science et laisser aux politiques le fait de décider. Et Bruno Latour écrit de façon très claire, donc je vais juste le reprendre, le paraphraser, le citer, que le mandat donné au GIEC amène à prétendre séparer la causalité anthropique du réchauffement global
de la série de ces conséquences vraiment révolutionnaires. Car cet état de choses va forcément entraîner, d'une façon ou d'une autre, la modification radicale des modes de vie de 7 milliards d'humains. Ça, c'est résumé par le petit dessin que vous avez à droite, que j'ai beaucoup utilisé, parce qu'il est très très parlant. C'est donc, vous avez reconnu, hein, les émissions de CO2 historiques depuis la révolution industrielle, cumulées au niveau mondial, exprimées en tonnes de carbone. Et c'était en 2018, et c'était les courbes en vert ou orange, c'était la trajectoire à suivre pour respecter l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est donc un accord international. Normalement, tous les États s'engagent à faire ça. Et évidemment, de penser qu'une courbe qui est ascendante, quasiment exponentielle, est changée complètement et en quelques dizaines d'années revenir à zéro, derrière ça, c'est l'ensemble d'un système productif, c'est l'ensemble d'infrastructures, c'est un ensemble d'intérêts, c'est un ensemble de forces. Enfin, de penser qu'on peut changer l'ensemble de ce qui a construit nos sociétés depuis 200 ans, évidemment que c'est une question éminemment politique. Et donc, Latour continuait en disant « Des chercheurs qui établissent un lien causal entre l'action humaine et la transformation du climat sur la planète font de la politique, même s'ils ne s'en rendent pas compte ou s'en défendent, car les faits discutés sont aussi de nature politique. » Donc voilà, ça, on résume beaucoup le positionnement de l'atelier d'écologie politique, hein, puisque voilà, c'est vraiment, pour nous, c'est ça le positionnement d'écologie politique qu'amène la lecture des rapports de consensus scientifique établis par le GIEC. La démarche scientifique, et j'insiste là-dessus, hein, parce qu'on parle d'écologie politique, je dis c'est pas partisan, on n'est pas des scientifiques écologiques qui auraient un agenda prédéterminé, c'est vraiment la démarche scientifique, la lecture des rapports du GIEC qui nous amène à une démarche d'action pour transformer notre société. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire des recherches sur les catastrophes en cours et à venir sans réfléchir et exprimer dans quel monde on souhaite vivre, continue Latour. Donc là, on est vraiment complètement dans le thème le savoir et le faire, hein, de ces matinales. Comment les savoirs scientifiques, justement, peuvent-ils se transformer en actions concrètes face aux défis environnementaux? Alors, pour orienter un petit peu, voilà, la deuxième question, qui était, voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, qu'est-ce qu'on veut dire par écologie politique? La deuxième question que me posait l'équipe des matinales, c'est qu'est-ce que l'engagement des scientifiques et quelle forme peut-il prendre? Alors j'ai proposé une petite classification qui est assez approximative et sans doute insuffisante, mais c'est un peu pour organiser mon propos, puis on creusera un peu là-dedans. Alors la première forme d'engagement, c'est un engagement non assumé, que j'illustre typiquement. Voilà, c'est une des petites figures que je présente très souvent en présentant la Técopole. C'était le motto du CNRS pour fêter ses 80 ans. Disait, depuis 80 ans, nos connaissances bâtissent de nouveaux mondes. Et alors, je ne vous refais pas évidemment le tableau de l'Anthropocène, voilà, les catastrophes écologiques, climatiques, etc. Je vous conseille d'ailleurs à ce propos, il y a le dernier rapport de l'IPBES qui est sorti hier, je crois, ou avant-hier, voilà, qui s'intéresse au côté multicrise, l'ensemble des dimensions. Pas en silo, pas juste le climat, pas juste la biodiversité, mais l'ensemble. Donc ça, c'est une lecture. Je l'ai pas encore lu, hein, mais voilà, ça a l'air très prometteur. Donc ça, je le refais pas. Mais quand on voit l'état du monde actuel, justement, la question, c'est est-ce qu'on doit vraiment en être fier? Que nous, au CNRS, je parle en tant qu'agent du CNRS, que nos connaissances bâtissent de nouveaux mondes. La question aussi, elle peut se poser pour l'ensemble des ingénieurs, enfin des chercheurs des ingénieurs, pour tout ce qui est les développements technologiques. Quelques exemples, voilà, le monde dans lequel on vit, donc évidemment l'un des changements les plus radicaux de nos modes de vie de ces 20 dernières années, c'est évidemment le numérique, avec notamment les smartphones, qui a changé complètement notre façon de vivre en société. Si on peut aussi, question d'actualité avec ChatGPT, donc là voilà deux petites chroniques, l'une d'Éric Sadin, donc philosophe technocritique, hein, qui s'interroge justement sur vraiment le changement qui est en train de se faire avec l'IA générative. Et là, une autre chose là, qui me touche aussi directement, c'est un article de quelques semaines dans The Guardian, qui discute justement qu'est-ce que ça fait à la fac, à l'école, d'avoir des étudiants qui utilisent ChatGPT pour rendre leurs copies.
c'est un effet très très direct. C'est-à-dire que moi, là, je ne peux plus donner de travail à la maison. J'ai tendance à faire une pédagogie active où j'aime bien que les étudiants viennent à mes cours en ayant travaillé avant et qu'ils me fassent un petit résumé écrit, ce qui est extrêmement utile pour avoir travaillé avant. Quand les étudiants, un tiers, c'est des étudiants d'école d'ingénieurs, typiquement, pour l'instant, les étudiants de SHS que j'ai n'utilisent pas, mais les étudiants d'école d'ingénieurs le font, commencent à le faire assez en grande proportion, alors que c'est des petits travails très simples et personnels, me renvoient des copies écrites par ChatGPT. C'est clair qu'on ne peut plus travailler. Donc là, voilà, il y a des conséquences. Et là, pourquoi je parle de ça, de ces choses-là, voilà, des choses qui sont énormes, je vous dis des choses très très simples, c'est comment ça a été décidé, ça. Qui a décidé? Est-ce qu'il y a la moindre consultation démocratique? On est censé être démocratique, des changements radicaux de notre organisation de mode de vie. Évidemment, on peut retrouver beaucoup d'exemples de l'irruption des techniques, des technologies dans nos mondes depuis 2 siècles qui ont changé radicalement nos relations sociales, nos relations personnelles, nos relations intimes, tout ce que ça touche à ça. Quand est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Quand est-ce qu'on en a discuté? Okay, et donc là, ce que ça veut dire quand je dis non assumé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille sur des innovations technologiques, sur la recherche, etc., on transforme la société, donc on est fondamentalement engagé dans la société. Mais il n'est typiquement pas assumé. Prétendre, donc là c'est toute la critique de la neutralité, prétendre qu'il y aurait une neutralité, les faits, la technique est neutre, etc., ça fait des dizaines d'années que c'est démonté par les sciences sociales. Voilà, c'est juste qu'il y a une ignorance totale de la part encore d'un grand nombre de la communauté scientifique de ça. C'est aussi, voilà, on respecte les rapports de GIEC, pourquoi on ne respecte pas les sciences sociales quand ils nous disent qu'il n'y a pas de neutralité scientifique? Voilà, c'est quand même pas très très compliqué. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais coécrit avec 12 autres personnes de la Techopole un petit ouvrage, Débrancher la 5G avec un point d'interrogation, justement en s'interrogeant sur cette innovation technologique qui était la 5G. Et le sous-titre est important, c'est vraiment enquête sur une technologie imposée. Ça s'inscrit justement dans toute une série, dans d'autres ouvrages, notamment cet ouvrage de Yael Benayoun et Irénée Regnault, Technologie partout, démocratie nulle part, qui voilà, le titre dit tout un très bon premier ou deuxième chapitre justement sur la neutralité. Et plus loin, ça s'inscrit aussi dans une tradition en sciences sociales assez ancienne, avec l'ouvrage très classique de Calmont, Lacombe et Barthes, Agir dans un monde incertain. Et c'est sur la démocratie technique, et qui est justement ce qui pose la question aussi de l'expertise, parce qu'un volet, c'est de dire il y a des choix technologiques qui sont imposés et on ne consulte pas les personnes, et puis on pourrait dire oui, mais les questions sont trop techniques, et même les problèmes posés actuellement dans notre monde hyper complexe, comment on peut demander à n'importe qui de donner son avis, et puis ça va être irrationnel, le peuple est irrationnel, etc. Et donc dans cet ouvrage de référence, s'interroge justement comment on peut avoir de la démocratie quand il y a un niveau de technicité. Et en fait, les choses, c'est très simple, vous connaissez, il y a plusieurs types de modèles, mais notamment l'un de ces modèles de démocratie technique, ce sont les conventions citoyennes. C'est-à-dire qu'on prend des citoyens tirés au sort et on les forme sur les questions techniques pour être capable d'avoir un avis éclairé qui représente le bien commun. Et ça marche très bien depuis au moins une trentaine d'années. C'est déjà très documenté, 40-50 ans, c'est très documenté dans ce bouquin de 2000. Et la Convention citoyenne pour le climat, qui a été plus ou moins mal faite selon les critères des conventions citoyennes, a montré que la formule est extrêmement robuste puisque ça a très bien marché, sauf que, évidemment, ça n'a pas été appliqué par le pouvoir en place. Donc ça, c'est un problème. Donc là, il y a aussi, ça va aussi, si vous n'avez jamais entendu parler de sciences post-normales, c'est aussi un concept qui date depuis les années 90 au moins, qui est très important pour penser justement, aller au-delà de la neutralité de la science, etc., penser justement comment on prend des décisions quand les faits sont incertains, quand les valeurs sont en conflit et les décisions urgentes. C'est-à-dire, typiquement, tout ce qui concerne notre société actuelle, c'est d'un domaine de validation et domaine de décision qui s'appelle science post-normale, en référence à la science normale de Thomas Kuhn. Voilà. Donc vous pouvez aller voir si vous ne connaissez pas, sur la page Wikipédia français, très bien faite, ça vous donne un peu une piste. Ça, c'était pour une petite introduction. Et donc la première chose, c'était juste pour dire que, effectivement, forcément, tout le monde est engagé.
mais ne pas dire « Ah, moi, je ne suis pas engagé », c'est juste être inconscient et donc ne pas assumer ses choix. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est voilà, quelle forme ça peut prendre l'engagement. Typiquement, bifurquer ou déserter. C'est évidemment depuis Clément Chouane ici à Centrale Nantes, là c'est une piste qui est possible. Moi-même, il y avait un article du Monde où j'étais mis dans les scientifiques bifurqueurs, parce que j'ai quitté les neurosciences pour bifurquer vers l'écologie politique et engagée. Donc voilà, est-ce que donc ces termes-là, est-ce que ça correspond à mon parcours? Et cette question, si on revient, pourquoi je me suis dit les neurosciences, c'est pas important, je devrais travailler sur des choses qui sont plus pertinentes, plus urgentes. Je peux renvoyer à ce texte de Elliot Blackwelder qui est paru dans Science, c'était une lettre dans Science en 1942, qui s'appelait Research as Usual, donc dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de l'engagement des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, où Blackwelder disait oui, non, mais là, il faut que tout l'effort de guerre, tous les scientifiques se mettent au service de l'effort de guerre, parce que c'est la lutte contre le nazisme, c'est la civilisation qui est en jeu. Et donc, je vous ai juste traduit quelques petits passages. Ce que j'ai changé, j'ai juste changé légèrement le contexte, une phrase ou deux, il n'y a pas grand-chose. Et donc, Blackwelder dit bien que de nombreux scientifiques de ce pays aient déjà tourné leur attention vers les travaux de recherche en rapport avec, donc je change la guerre par les questions écologiques. Il y en a encore des milliers qui continuent, comme en temps de paix, à déterrer des faits qui n'ont aucun rapport avec l'urgence actuelle, à étudier des problèmes qui n'y ont même pas un vague rapport, et à encombrer le courrier de documents et de livres qui ne méritent que peu d'attention, tant que cette guerre n'est pas gagnée et notre civilisation sauvée de la ruine totale. Quand vous lisez les rapports de GIEC, si vous êtes un peu au courant, c'est effectivement la ruine totale qui nous attend à très court terme. Bon, si vous voulez qu'on en rediscute, revenir là-dessus, on peut. Voilà, j'ai plein de diapos pour revenir, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais là, c'est pas la fin de la Terre, c'est pas la fin de l'humanité, mais ce qui est en jeu, c'est évidemment nos civilisations actuelles, et en tout cas nos démocraties et la paix. Donc, pour moi, la comparaison est tout à fait justifiée. Et il continue, bien entendu, il ne s'agit pas de suggérer que tout travail scientifique qui n'est pas directement lié, donc là je me dirais à l'écologie politique ou questions écologiques, devrait être abandonné, même temporairement, continue en disant il y a peut-être certains champs qui pourraient être gardés, etc. Et puis j'aime beaucoup, c'est vers la fin, il dit il peut aussi y avoir quelques scientifiques qui seraient si peu utiles dans une autre occupation qu'ils pourraient aussi bien continuer leur travail habituel. Donc, voilà, ça me fait beaucoup sourire. J'ai un petit côté méchant parfois envers les collègues. Quand je dis que le niveau de gravité est équivalent actuel à celui de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas uniquement des questions écologiques. Et il y a ce rapport de Climate Rights International qui est sorti récemment, qui montre à quel point il y a une augmentation des violences entre les militants écologistes dans les pays occidentaux. C'est quelque chose qui est un peu nouveau dans les pays occidentaux, c'est évidemment pas nouveau dans le reste du monde. La violence envers les écologistes, c'est ce qu'on appelle, c'est le domaine de la justice environnementale, qui est dans la lignée colonialiste. Voilà, les victimes environnementales sont extrêmement nombreuses depuis très très longtemps, avec des meurtres de défenseurs des droits de l'homme, des défenseurs de leur environnement, de journalistes, etc. depuis très longtemps. Mais c'est nouveau chez nous. Et donc en fait, là, la façon dont évidemment, ces actions, là je vais vous donner quelques exemples dans différents pays européens, ces actions sont évidemment légitimes. C'est l'intérêt supérieur majeur de la sauvegarde de l'humanité. Qu'il y ait une telle violence contre ça, ça pose vraiment des questions. Et vous savez, notamment, voilà, le rapporteur des droits européen a condamné la France par rapport à sa violence, notamment à propos de la lutte contre la 69, donc dans le Tarn, près de Toulouse, dans laquelle on est particulièrement engagé également à la Técopole. Donc ça, c'est un rapport d'une ONG. Il y a aussi cet article, une politiste états-unienne, qui montre comment, elle a documenté la même chose, que des lois contre les protestations, voilà, les lois, quand on parle d'éco-terrorisme, y compris au niveau du gouvernement, ça va dans ce sens-là,
Et donc, il y a vraiment on voit que le combat, enfin, si vous vous souvenez voilà, de ce que disait Bruno Latour, voilà, que penser que c'est pas que les questions sont politiques et que les questions climatiques sont des questions politiques et les gouvernements en place s'en défendent. Et donc, il y a une violence d'État qui se développe de plus en plus, et ce qui attaque la démocratie, et montre que le combat pour défendre le monde naturel, l'espèce humaine, justement, ça devient un combat pour la démocratie, puisque des forces antidémocratiques se mettent en place, et notamment par une montée extrêmement forte des extrêmes droites. Alors ça, c'est partout dans le monde. Évidemment, on le voit on voit encore aux États-Unis, etc., récemment. Et ça pose un problème. Ça lie les questions écologiques non seulement aux questions sociales, ça je ne l'ai pas peut-être assez développé, pas le temps de développer, mais les questions écologiques sont évidemment sociales, puisque les personnes les plus affectées sont systématiquement les personnes les plus vulnérables. On appelle aussi le racisme environnemental, une notion très importante. Le sud global est plus affecté. Il y a quand même 3 milliards de personnes, principalement dans la bande intertropicale, qui sont affectées, qui sont menacées directement dans les prochaines années par le réchauffement climatique. Voilà, donc il y a vraiment un problème de justice sociale et un problème de démocratie. Et par rapport à ça, ça m'amène à cette autre citation qui est aussi que j'utilise assez souvent, pour rester dans le terme déserteur, de Günther Anders, qui dit « Les déserteurs sont ceux qui ne prétendent pas déserter, ceux qui, quand les camps de concentration existent, continuent, en universitaire, à peaufiner leur contribution à l'étude de tel ou tel sujet, compte tenu de tel ou tel aspect particulier. Cela déserte effectivement vers le domaine de l'irresponsabilité. » Donc c'est une citation très forte, et là on va dire « Oh là là là, c'est le point Godwin, je cite les camps de concentration, est-ce qu'on peut se permettre, par rapport à la crise écologique, etc., de faire une équivalence avec les camps de concentration ?» Quand je mentionne ça, parce que je suis dans un laboratoire d'histoire, donc mes collègues historiens qui font référence à la Seconde Guerre mondiale ou aux nazis, etc., disent attention, les termes, c'est que c'est piégé, c'est piégeux, faut être un peu plus prudent, l'histoire est différente, etc. Donc je suis bien conscient qu'il ne faut pas faire un raccourci, tout n'est pas équivalent. En revanche, je pense que c'est extrêmement important d'y penser, d'avoir ça en tête. Donc je revendique de faire le lien avec l'Holocauste par rapport à ce qui nous arrive. Je vous ai cité la montée des extrêmes droites, de cette violence de la droite et de l'extrême droite contre les écologistes. Et je voudrais citer aussi comme argument cet ouvrage de Zygmunt Bauman, sociologiste, qui rappelle à quel point l'Holocauste n'est pas une anomalie de la modernité. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que Hitler est arrivé dans le pays le plus civilisé, le plus cultivé occidental, et que donc, et dans l'analyse, on montre qu'en fait, la modernité, le projet de la modernité rend possible, il n'est pas obligatoire, mais rend possible des projets totalitaires. Et ça, c'est toujours possible. Donc, Bauman, il défend en disant il faut qu'on garde en tête, il faut que tant qu'on est dans cette modernité, il faut qu'on soit vigilant parce que ça peut se reproduire à tout moment. Ce n'est pas une anomalie. Évidemment, les formes seront différentes. Donc ça, je revendique cette question le niveau de gravité, de réflexion dans lequel qu'on doit avoir, doit intégrer ces réflexions sur la Seconde Guerre mondiale et donc suivre ce que dit Anders. Donc évidemment, là, on a une injonction morale très très forte, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on c'est la résistance ou la collaboration, pour faire très simple. Quel dilemme moral dans lequel on est aujourd'hui. Alors, bifurquer, déserter, c'est bien joli, mais oui, mais vers quoi ? Et ça, c'est une question que on va y revenir si j'ai le temps un petit peu, mais je ne vais pas complètement y répondre. Mais je voudrais mettre en garde tout de suite sur cette idée de bifurcation avec cette citation de Fatima Wassak qui défend des idées d'écologie populaire. Donc je vous recommande notamment son ouvrage de 2023 pour une écologie pirate. Et elle parle de bifurcation, elle dit on parle de plus en plus d'éthique au travail, mais qui a les moyens de satisfaire l'exigence éthique ? Qui a le luxe de ne pas être mis au service de l'exploitation et de l'exploitation du vivant ? Qui a la possibilité aujourd'hui de bifurquer vers les nouveaux métiers de la transition écologique ?
les mêmes que ceux qui sont partis hier à l'assaut de la transition numérique. Prétendre que tout le monde peut prétendre à des nouveaux métiers est une vaste escroquerie. La mécanique raciste qui structure l'orientation scolaire et le marché du travail fera que les bas revenus, la précarité, la faible valeur sociale resteront le lot des classes populaires, notamment non blanches. Donc il y a une critique justement de cette écologie un peu institutionnelle, qui est peut-être parfois on dit l'écologie des bobos, etc. Donc il y a Jean-Baptiste Comby, sociologue, qui fait une analyse très fine de ça. Et on pourrait dire que quand je cite ça, ce n'est pas spécialement pour vous, c'est pour moi également, puisque si on reprend les analyses, Comby fait une analyse à la Bourdieu, en classe sociale, donc moi je me situe dans ce qu'on appelle la petite bourgeoisie culturelle. Donc petite bourgeoisie culturelle qui gagne en capital symbolique à m'engager sur les questions environnementales. Ça, c'est très très net. J'ai le fait que je sois invité ici, etc., les retours que j'ai des collègues, le fait que j'ai bifurqué des neurosciences vers l'écologie politique, que j'ai une position morale, je gagne énormément en capital symbolique. La question, c'est est-ce que c'est légitime ou pas? Est-ce que je ne renforce pas une oppression des classes populaires en me plaçant à ce niveau-là? Alors j'espère que non, ou pas trop, mais en tout cas, je pense que c'est une question qu'il est important d'avoir quand on pense aux bifurcations. Je ne sais pas exactement comment l'adresser, mais en tout cas, c'est un point de vigilance à avoir. Et je pense que là, ce qu'on essaye de faire en écologie politique, dans la Técopole, je pense que c'est assez clair, c'est d'avoir constamment une réflexivité sur nos métiers, sur ce qu'on fait, etc. Et donc d'intégrer cette réflexion sociologique sur notre positionnement social, c'est aussi important de l'avoir. Et que je souhaite que vous l'ayez aussi dans vos parcours en école d'ingénieur. Parce que ça conditionne aussi ce que vous allez pouvoir souhaiter faire. Est-ce que vous allez avoir le privilège de pouvoir avoir des petits métiers de niche qui vous donnent bonne conscience? Moi je travaille dans le développement durable, dans des énergies renouvelables, donc je fais ma part et c'est très bien, etc. Et vous gagnez en capital symbolique et en fait peut-être que ça ne change absolument pas le système. C'est là la question qu'il faut garder en tête. Peut-être que oui, peut-être que non, mais voilà, c'est une question à garder. La troisième, c'était peut-être de dire est-ce qu'il y a une autre voie, enfin une autre façon. J'ai appelé ça, je ne sais pas trop comment l'appeler, transformer action collective. En tout cas, ce que je voulais parler, c'était juste pour vous dire quelques mots de l'expérience des Atécopoles. Et donc, par rapport à ce dont je voulais parler, qui pour l'instant était peut-être un point de vue personnel, individuel, c'est vraiment mettre en avant le collectif. Et une citation qui est dans notre manifeste. Donc l'Atécopole, voilà, on est autour d'un manifeste, et on a repris dans notre manifeste cette citation de Sciences Citoyennes, qui est aussi une association avec laquelle on travaille et qu'on aime beaucoup, que la responsabilité des chercheurs et chercheuses est proportion de leur savoir. Nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité au nom de son impuissance. Il n'a fait l'effort de s'unir à d'autres. Et ça renvoie... tout à fait à ce que disait Théo dans son introduction, que vous, étudiants et étudiantes en école d'ingénieur, vous avez des privilèges, vous avez un pouvoir, tout comme moi en tant que chercheur au CNRS, et donc ce pouvoir nous oblige, nous engage. L'autre chose, c'est vraiment, c'est un plaidoyer pour l'action collective, que tout seul on ne peut rien, mais que vous, étudiants et étudiantes, et le reste de l'Assemblée, mais je m'intéresse peut-être plus, m'adresse davantage aux élèves ingénieurs ici présents, vous avez, à partir du moment où c'est collectif, vous avez un pouvoir extrêmement important. Ce pouvoir, je pense que vous l'avez déjà expérimenté, parce que je pense que le directeur ne me contredira pas, c'est quand même né d'initiatives étudiantes s'il y a eu une évolution des priorités de l'enseignement au sein de Centrale Nantes. Donc ce pouvoir, il est extrêmement important à partir du moment où il est collectif. Et donc, comment on s'est organisé? Voilà, comment on a fait cette action collective au sein de l'Atécopole. Voilà, je vais aller très rapidement là-dessus, mais bon, on s'est créé à l'automne 2018 autour d'un manifeste. On est là où on est, c'est-à-dire on est un collectif de scientifiques de l'enseignement supérieur recherche. On ne prétend pas à regrouper tout le monde. On est un collectif d'abord informel, qui nous donne toute liberté, mais on a été aussi reconnu comme plateforme d'expertise par la Maison des sciences humaines et sociales de Toulouse. Donc on a cet équilibre, en fait, en étant à la fois à l'intérieur du système et en dehors.
Perspective interdisciplinaire et transdisciplinaire, ça je vous l'avais évoqué au début, que c'est fondamental de faire ce lien entre les analyses historiques, sociologiques et les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES. Voilà, il y a cette interscience qui est fondamentale pour faire sens et savoir de ce qui nous arrive actuellement et comment transformer. Donc en politique écologie, ça je vous l'ai dit. Scientifique engagé, bah justement, oui, ça on va revenir encore plus dans la suite. Et vraiment, l'idée, c'est que notre idée, et là on revient à savoir et ne pas agir, ce n'est pas savoir, cette phrase peut-être un peu mystérieuse de Bruno Latour, qui est de rendre les savoirs opérants. C'est-à-dire nos savoirs, c'est-à-dire tant qu'on ne nous engage pas à transformer la société, c'est qu'on n'a pas vraiment compris. L'image de Latour, c'est le fumeur qui lit tout le temps sur son paquet de cigarettes, fumez-tu, et qui continue à fumer. Pour Latour, c'est-à-dire que s'il continue à fumer, c'est qu'il n'a pas vraiment compris ce que ça veut dire d'avoir un cancer, d'avoir de la maladie, etc. C'est que ça ne connecte pas, sinon il agirait. Donc ça, c'est vraiment cette question du savoir, que si on comprend vraiment ce qui est en jeu, notre survie de l'humanité, ou en tout cas nos civilisations, on est forcé à agir. Alors, on n'arrête pas on est complètement inclusif. Toute personne qui adhère au manifeste de l'écosystème universitaire Toulousain peut nous rejoindre. Et on est actuellement 265 et on suit les règles de l'éthos scientifique, notamment, c'est-à-dire dont la neutralité ne fait pas partie, hein, mais une question de rigueur, etc., et aussi de transparence. Et donc tous les membres de la Técopole se trouvent sur le site par ordre d'apparition. Donc là, c'est juste le début du site. Donc il y a les 265 membres. On sait qui on est, qui on parle, quels sont nos statuts. Et sur le modèle de Toulouse, il y a une dizaine d'ateliers d'écologie politique qui ont émergé ou d'initiatives équivalentes qui nous ont rejoints depuis 2018. Donc là, vous avez la liste. Et il y a aussi un Atécopole à Nantes qui est tout récent, qui n'a pas encore de site web ni d'adresse mail, mais qui fait qui a déjà une liste. Et peut-être que vous les avez vus, vous avez rencontrés, puisqu'ils ont fait un deuxième événement là, dans l'autre rentrée à la Nantaise. Et vous voyez, si vous arrivez à lire, c'est tout petit, que leur thème, justement, c'était sur l'engagement des scientifiques. C'est quelque chose par là. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, je ne sais pas s'il y a des membres de la Técopole de Nantes ici, mais en tout cas, vous pouvez me contacter pour les rejoindre dans cette initiative. Et dire aussi que les Atécopoles appartiennent à, ce sont aussi, voilà, on agit local, mais on est structuré, on interagit avec les autres groupes au sein du mouvement des savoirs engagés et reliés, donc voilà, encore engagés, reliés aussi et savoirs, c'est-à-dire que les savoirs ne sont pas uniquement universitaires, donc ça c'est la plupart des Atécopoles et des associations où il y a des savoirs qui se créent, notamment l'association Sens Citoyenne. Et donc ça, vous pouvez aller sur le site, il y a aussi des colloques qui sont organisés régulièrement. Et un peu de publicité pour le premier congrès ou voilà, conférence qu'on organise début juillet à Toulouse, qui est où tous les membres des Atécopoles français sont évidemment invités et co-organisateurs, mais c'est aussi ouvert à l'ensemble de la communauté scientifique et aussi associative. Donc ça peut être un lieu de rendez-vous si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la Técopole? Je vais aller très rapidement. Comment on fonctionne? Donc, on a des principes d'inclusivité et horizontalité. On fonctionne typiquement avec un Framatime qui nous permet de faire des projets, etc. On est dans la duocratie, c'est-à-dire ceux qui font décident, hein, et décision au consentement, etc. Et ça fait quand même depuis 6 ans que ça marche de façon extrêmement efficace. On partit modestement en organisant des séminaires, je vous montrais, et puis il y a plein d'initiatives qui sont faites progressivement, et on a toujours gardé ce fonctionnement horizontal et de duocratie. Notre colonne vertébrale, c'est juste tout bêtement un séminaire d'écologie politique, mais qui est reconnu par l'institution, qui est aussi reconnu par l'école des docteurs, mais qui se fait dans les salles municipales de centre-ville, qui est public, où on a toujours, avec cette idée d'ouverture, partage des savoirs avec l'ensemble de la société. Donc on fait des thèmes depuis 6 ans. La plupart des conférences sont enregistrées et sont accessibles en les vidéos, donc c'est aussi une banque de données. Il y a eu un film qui a été fait aussi au début, qui a permis d'aller en discuter avec le public.
La discussion avec les publics, on a aussi participé, on a fait des mini-conférences dans les places et rues de Toulouse, hein, lors de l'événement Climars Attack en 2022. Donc, question voilà, toujours de discuter. Et puis, cette idée aussi d'engagement se manifeste dans participer au débat public, et on s'est mis à écrire des tribunes pour interpeller la société. Donc là, vous en voyez quelques-unes, elles sont toutes sur notre site, hein, sur des sujets qui sont plus ou moins locaux, comme l'aviation évidemment à Toulouse. Récemment, là, on a fait une série de tribunes aussi, une intervention autour de la 69, ce projet totalement absurde et qui met en question les principes démocratiques et de justice, hein, puisqu'il s'agit d'un sujet qui devrait être illégal, hein, puisqu'il ne respecte rien des réglementations environnementales en vigueur. Donc là, vous avez une petite liste que vous pouvez trouver sur le liste, hein, sur le site. Donc ça, c'est pareil, c'est pas défini a priori, c'est juste quelqu'un a envie d'écrire un texte et on fait une écriture collective. Donc ça, c'est vraiment la force du collectif. Il y a aussi, alors un petit exemple, voilà, c'est on a un peu interpellé aussi nos collègues, notamment les collègues de la Toulouse School of Economics, qui marche un peu sur notre plate-bande avec un sommet du bien commun, mais où on montre que c'est un sommet du greenwashing, c'est-à-dire où sont invités toutes les industries polluantes, Total, BNP, etc., sans débat contradictoire. Donc ça, c'est vraiment un problème. Greenwashing, ça passe par des ouvrages universitaires, hein, donc il y a un ouvrage majeur, je parlais de la 5G, mais l'ouvrage Greenwashing, qui est un ouvrage collectif, si vous ne l'avez pas lu, est extrêmement riche pour voir que le greenwashing, c'est-à-dire le détournement des discours écologiques, est extrêmement prégnant dans tout un tas de domaines auxquels on ne pense pas forcément. Donc ça, c'est une référence qui est assez importante. Et justement, dans cette idée-là de dénoncer le sommet du bien commun à TSE ou du greenwashing, j'aime bien aussi cette citation de Jérôme Bachet, qui rappelle la question politique. Voilà, le combat qu'on a à faire ne peut pas être consensuel. Et Bachet, donc, qui est un historien très respecté, médiéviste, qui est aussi de tendance, qui est anarchiste et spécialiste du mouvement zapatiste au Chiapas, hein, pour le situer, hein, et qui écrit que les dominants aient intérêt à maintenir, voire à amplifier les conditions qui leur garantissent le maintien de leur position relève de l'évidence, et on ne peut pas douter qu'ils soient prêts à mener une guerre totale et qu'ils s'y préparent contre ceux qui prétendraient mettre en cause leurs privilèges. Ça fait le lien, cette citation, à ce que je vous disais de ce qu'on peut appeler le backlash anti-écologique, on peut le voir actuellement, la répression des militants écologistes, la montée des extrêmes droites, le discours assumé anti-écologiste du Rassemblement national et d'une grande partie de la droite. Voilà ce que prédisait déjà Jérôme Bachet, on le voit actuellement. Et donc, dans toute formation sociale fondée sur l'inégalité et l'exploitation, ce qui est le principe du capitalisme, d'impérialisme, enfin voilà, de tous les ismes que je vous citais au début, hein, colonialisme, l'art des dominants consiste à faire en sorte qu'une fraction des dominés pense avoir intérêt au maintien du statu quo. Donc ça, c'est les échos que ça fait. Je vous ai parlé du research as usual au début, de voilà, continuer le research as usual. Est-ce qu'il faut continuer à faire que forcément, si on ne se révolte pas, si on ne s'engage pas contre le système actuel, on en est complice. Et une autre chose, voilà, donc l'engagement, voilà, de la Técopole, il est très clair, c'est d'une approche scientifique documentée par l'histoire, les sciences sociales et humaines, il en est forcément anticapitaliste. On est forcément contre le néolibéralisme. Mais ce n'est pas une question par principe, c'est juste l'évidence d'un système qui n'est pas compatible avec les limites planétaires. Toutes les analyses le montrent. Dans le dernier rapport de l'IPBES, c'est montré très clairement. Ça commence à être explicite. Non, la croissance économique n'est pas compatible avec les limites planétaires. C'est quand même pas très compliqué à comprendre. Voilà, il n'y a pas besoin de lire beaucoup de sciences humaines et sociales pour s'en rendre compte. Parler du néolibéralisme, une citation de Chomsky. Et ça, par rapport à l'engagement, c'est très important. On parle du collectif. Et justement, le néolibéralisme renvoie tout à l'atomisation individuelle, le rapporter sur la responsabilité individuelle.
une raison pour laquelle les mouvements écologiques sont si attaqués et pourquoi ils ne marchent pas, pourquoi l'écologie populaire n'est pas dominante, c'est parce que ce que montre Fatima Wassak ou d'autres associations comme Get Up, c'est que le discours dominant de petits gestes écologiques, etc., est complètement perçu comme méprisant vis-à-vis des classes populaires et comme étant à côté de la plaque, du greenwashing. Donc tous les discours de renvoyer à l'individu au petit geste est complice du néolibéralisme. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent être complices du système. Alors, juste... oui, j'arrive à 40 minutes, donc il va falloir que je ne vais pas aller aussi loin que je voulais, mais ce n'est pas grave, on verra dans la discussion. Je voulais mentionner aussi que dans les actions collectives, il y a le mouvement scientifique en rébellion, qui est né à partir d'une tribune du Monde. Donc, beaucoup de membres de la Técopole sont aussi membres de Scientifiques en rébellion. J'en fais partie aussi, même si j'y suis peu actif, parce que je suis plus actif à la Técopole. Et il y a une petite manifeste qui est paru récemment sur les Scientifiques en rébellion, que vous pouvez lire. Ça, c'est l'exemple d'action qui a été faite à Toulouse, de Scientifiques en rébellion, mais toutes les personnes que vous voyez, ce sont aussi des membres de la Técopole, pour dénoncer une autre manifestation, le Toulouse Zéro Carbone, organisée par la Tribune, où il y a invité Total à la Tribune, qui veut dire, mais oui, vous inquiétez pas, les industries prennent soin de ça, de tout ce qu'il faut. Et aussi dénoncer le discours des écoterroristes. Donc ça, c'est une manifestation à Toulouse. Donc voilà différentes formes d'engagement qui existent. Et donc là, peut-être vous posez la question, mais est-ce que c'est bien légitime de promouvoir la désobéissance civile, de ce type d'action en tant que chercheur du CNRS dans un établissement public ou privé, je ne sais pas, l'école centrale, en tout cas vis-à-vis des étudiants? Est-ce que c'est mon rôle de vous inciter à ce genre d'action? Quel est mon positionnement moral, éthique? Est-ce que je suis légitime à le faire? Et pour ça, il y a je vais lire un texte, peut-être finir à peu près là-dessus, puis on verra pour la suite après, justement sur quelle est cette éthique, on dit, du scientifique engagé. Et c'est un texte d'Ingrid Ströme qui reprend Hannah Arendt, une fois de plus, qui dit « Toute personne qui refuse d'assumer une responsabilité commune pour le monde ne devrait pas avoir d'enfants et ne devrait pas être autorisée à participer à leur éducation. » Alors je ne vais pas aller expliquer pourquoi, je ne serais même pas capable, d'où elle vient pour ça. Voilà, c'est une proposition en tout cas d'Hannah Arendt qui est extrêmement forte. Et la question que se pose Ingrid Ströme, c'est oui, mais défendre le monde tel qu'il est, donc à l'époque géologique appelée Anthropocène, tout ce qu'on sait actuellement, comment on peut défendre le monde tel qu'il est? Et donc comment avoir quelle est notre position de rôle d'éducateur? Est-ce qu'il faut continuer justement de vous former pour avoir une place dans la société telle qu'elle est, alors que notre société est suicidaire? Et donc Ströme écrit ça: chaque nouvelle génération de parents doit remettre, donc on peut mettre les enseignants aussi, doit remettre en question les normes et significations instituées de leur société afin de déterminer si elles peuvent être, à juste titre, servir de normes pour l'éducation. Comment les enseignants pourraient-ils et elles contribuer à canaliser les préoccupations des jeunes pour l'avenir de manière constructive? Afin de mobiliser l'énergie politique et l'espoir pour l'avenir, je dirais que les enseignants et enseignantes dans les écoles et les universités doivent reconnaître la notion d'action collective. Les études socio-historiques en particulier peuvent être une porte d'entrée pour réaliser que chaque collectif a la capacité de créer de nouvelles institutions et significations autres que celles appartenant à l'ordre existant. La prise de conscience du fait que l'ordre social, la société instituée, a pris des formes très différentes à divers moments de l'histoire, fournit une base rationnelle pour croire en un avenir différent des prévisions actuelles. La responsabilité éducative dans un contexte contemporain consiste à montrer aux élèves comment ils et elles peuvent elles-mêmes et eux-mêmes devenir responsables et politiquement actifs. Assumer la responsabilité du monde tel qu'il est pourrait dans ce cas signifier répondre à la demande des étudiants en matière de compétences et de connaissances politique. Donc ça, c'est du coup le rôle qu'on se donne en tant qu'enseignant et qui pour moi est légitime. C'est-à-dire de vous dire comment vous organiser, vous aider à avoir une action politique, une action de citoyen et de citoyenne. Donc j'avais préparé d'autres
d'autres diapos, c'est-à-dire la question comment on change une société. Donc ça, c'est des cours voilà, c'est repris de cours que je donne. Donc je vais passer très vite là-dessus. En gros, je reprenais les définitions, les côtés révolution, réforme ou utopie concrète, réforme non réformiste. Vous verrez ça. Et typiquement, voilà l'exemple d'exemple. Une réforme non réformiste, si on considère que la révolution, c'est pas une bonne idée, la réforme, c'est le développement durable, on voit que ça fait 30 ans de développement durable, ça n'a absolument rien changé. Donc à l'intérieur du système, c'est comment changer le système dans ses interstices. Et il y a tout un tas d'initiatives qui peuvent relever de ces interstices, qui sont soit confrontationnels ou pas. Donc la sécurité sociale d'alimentation, c'est tellement un exemple marquant. Donc ça, c'est des initiatives que j'encourage mes étudiants à découvrir, à réfléchir par rapport à ça. Et donc on a mis la techopole dedans en disant peut-être que voilà, ça se discute, est-ce qu'on est dans le réformisme ou dans les interstices. On essaie dans les interstices, c'est un peu une ligne de crête difficile, pas facile à tenir. Et ce que j'ai mis aussi, c'est tout ce qui est coopérative et low-tech. Coopérative, c'est intéressant parce que là, on sort de la logique marchande, du profit, de la fuite en avant, de la croissance économique. Donc on est dans les interstices du capitalisme. Et tout en n'étant pas révolutionnaire, c'est-à-dire on peut faire des choses actuellement. Le low-tech aussi, par rapport à la technologie qui nous enferme dans des choix dont on n'a pas cette autonomie, par rapport à la course en avant, les effets rebonds, voilà, toute augmentation d'efficacité demande des effets rebonds. Le low-tech est une piste aussi importante. Alors je sais que vous avez un module low-tech qui est assez important, que ça se développe ici. Ce sont typiquement des possibilités pour vous aussi de carrière et de pistes qui sont intéressantes si vous ne voulez pas continuer à contribuer au système. Et j'ai mis aussi les services publics, puisque effectivement les services publics, qui sont extrêmement menacés actuellement, sont aussi une façon de ne pas rentrer dans la logique de l'accumulation, de la croissance économique, etc. Donc il y a des pistes aussi de carrière, de possibilités qui sont ouvertes. L'idée, on est dans un modèle économique qui va droit dans le mur, complètement coincé, donc il y a une responsabilité énorme du système économique capitaliste et des économistes à l'université qui le défendent, des économistes orthodoxes. Et ce qui est important, donc ça je n'ai pas détaillé, c'est que l'idée des économistes, c'est qu'on va trouver des solutions technologiques quand on sera plus riche pour sauver la planète. C'est le solutionnisme technologique. Et donc, pour faire croire à ces promesses qu'on peut ne pas changer le système et que le système actuel va trouver ces solutions, on a besoin des ingénieurs et des scientifiques qui vont faire les ruptures technologiques, etc. Parce que les économistes, eux, ils n'ont jamais rien trouvé. Par contre, ils disent, oui, avec des sous, si on met suffisamment d'argent, nous autres, on va trouver des solutions techniques, on va tout résoudre. Et donc, est-ce que nous autres, tant qu'on fait ça, on est les valets du capitalisme, pour donner une formule un petit peu choc et provocatrice, volontairement. Et donc, est-ce que c'est une bonne idée d'être valet du capitalisme? Alors là, voilà, un spoiler alert, quelques exemples pris un peu au hasard de la pop culture. Est-ce que, si vous vous souvenez de Dr No, qu'est-ce qui arrive aux scientifiques qui travaillent pour le Dr No à un moment dans le film, ou qu'est-ce qui arrive au début du film aux high-level computer hackers qui, une fois qu'ils ont hacké le système pour le vilain dans Die Hard 4, voilà, c'est un peu le sort qui nous attend si on est au service de ce système. Et merci pour votre attention. J'ai débordé de 10 minutes, mais j'espère qu'on a encore du temps pour des questions et voilà, des critiques, tout ce que vous voulez pour la suite. Merci beaucoup. Bien, merci Jean-Michel Huppé. On va pouvoir passer à un petit temps d'échange. Ce qu'on vous propose, c'est de lancer une première question. On va vous poser une première question à Jean-Michel Huppé et ensuite prendre vos questions également. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est d'alterner une prise de parole femme-homme pour respecter la parité. Voilà. Donc, c'est les règles du débat. Et puis, soyons constructifs. Et voilà. Donc, première question pour vous, Jean-Michel Huppé. Nous, quand on a vu votre présentation, là, on se demandait est-ce que c'est vraiment possible de concilier action militante et travail scientifique? Est-ce que, justement, les méthodes de porter un discours quand même très fort pour une cause sont compatibles avec le code déontologique du chercheur? Oui. C'est vraiment cette idée de pour une cause, j'ai essayé de le mettre, on n'a pas d'agenda a priori.
on part des... Voilà, un des principes scientifiques, c'est de ne jamais être en contradiction avec les faits. C'est pas en restant les faits tels que les faits parlent d'eux-mêmes, les faits ne parlent jamais d'eux-mêmes, déjà on les choisit, on les met en perspective, etc. Mais c'est de toujours les respecter, donc de ne jamais mentir, de ne jamais détourner la réalité juste pour servir une idée a priori. L'autre chose aussi qui est importante, c'est on défend des valeurs. Dans toute démarche scientifique, dans toute démarche activité, il y a forcément les valeurs. Les valeurs, c'est bien que tu me poses la question, hein, les valeurs qui étaient implicites, j'espère que vous avez entendu, c'est que les valeurs que je défends, ce sont les valeurs, on va dire, républicaines, plus ou moins humanistes, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est la survie d'une humanité digne. Donc, si possible, de continuer des institutions démocratiques républicaines, de liberté, de justice sociale, etc. C'est une des façons, des cours que je propose, c'est de dire est-ce qu'on peut vivre à 10 milliards d'individus dans les limites planétaires, mais vivre dignement. Actuellement, et les travaux de simulation du monde, ce n'est pas possible dans le système actuel. Tout le monde ne peut pas vivre dignement à 10 milliards d'individus. On les dépasse largement. Donc donc si on veut garder, donc ça c'est une genre de valeur que je vais défendre et pour lesquelles je me sens absolument légitime en tant qu'agent de la fonction publique du CNRS, puisque ce sont les valeurs qu'on défend. Quand je vous dénonce la montée du fascisme ou du Rassemblement national des extrêmes droites, je suis aussi légitime, puisque les valeurs de l'extrême droite ne font pas partie des valeurs républicaines qu'on doit défendre au sein de l'enseignement. Et ça a été rappelé extrêmement fortement aux dernières élections législatives, où il y a eu des appels de la conférence des universités, des écoles d'ingénieurs, dont fait partie, je pense, l'école centrale Nantes, pour dire on appelle à faire barrage au Rassemblement national, parce que ce sont des valeurs qui sont incompatibles avec notre République. C'est quand même, je sais qu'il y a une telle banalisation du discours de l'extrême droite dans les médias qu'on n'en parle plus, mais c'était une telle évidence au moins dans les années 90. D'accord ? Et heureusement qu'il y a encore les universités, les centres de recherche qui rappellent que non, ce n'est pas OK. Donc oui, et la question après, c'est très simple. Les valeurs de l'éthique de la recherche, hein, les principes d'éthique qui ont été par Merton, qui ont été codifiés dans les années 40, il n'y a pas la neutralité, il y a le respect, il y a effectivement le respect des faits, la méthodologie, la confrontation, la collégialité, le fait des contradictoires, la transparence, il y a tout un tas d'une éthique de la recherche, et ça, nous, dans ce que je vous dis, il y a très certainement des choses qui sont inexactes ou peut-être un peu pas claires ou qui sont contestables. Mais ce qui est important, c'est qu'elles sont déjà, j'espère j'en ai pas trop parce qu'on essaie de construire ça de façon collective, et si vous m'apportez la contradiction, évidemment que je vais la respecter. Je ne vais pas m'arc-bouter sur une question sur quelque chose qui va être contestable. Ma carrière de scientifique, ça a été de proposer des théories et de se rendre compte, ça ne marche pas, c'est faux. Voilà, ça devrait être la base de toute recherche scientifique. Donc ça, c'est complètement... Et la question, c'est, on pourrait dire, défendre le processus démocratique, mais de la démocratie, ce n'est surtout pas que la démocratie représentative, qui est presque dans une opposition à la démocratie délibérative, participative, enfin tout ce qui fait ces choses-là, c'est des choses auxquelles qu'on essaie de défendre fortement. Et donc oui, c'est possible, et pour l'instant, je peux dire que notre ce qu'on dit ligne de crête, à la Técopole, on est reconnu, on a de plus en plus de reconnaissance au sein de l'Université de Toulouse. On nous demande de faire des interventions auprès des préfectures, des DTT, etc. Alors on n'est pas amis avec tous les politiques. Hein. La présidente de région, Carole Delga, ne nous aime pas trop parce que voilà, on a pourtant essayé de lui expliquer pourquoi la 69 c'était débile, mais voilà, elle veut pas. Donc, notre statut est reconnu comme étant effectivement, je défends l'idée qu'on est plateforme d'expertise, et je vous parle en tant qu'agent du CNRS. Je ne parle surtout pas en disant là c'est mes opinions publiques, je vous parle en tant que personnel, c'est pas ma spécialité. Bien sûr que moi je ne suis spécialiste de rien. Voilà, je suis expert en neurosciences, mais dans tout ce qu'on parle, je ne fais que du partage de savoir, ce que j'ai appris, j'essaie de propager, de faire circuler des savoirs que j'ai appris auprès des collègues. Hein, donc ça, voilà, faut me prendre
par rapport à avec cette voilà ce grain de. Mais ça n'empêche que il est très important que, enfin, si vous m'invitez, c'est les discours qui disent ah là je prends tous les scientifiques qui disent là je prends ma casquette de citoyen, j'ai un discours engagé comme tout un citoyen, mais je ne parle pas au nom du CNRS, c'est un non-sens total. Vous ne m'inviteriez pas pour que je vous donne mon avis personnel de Café du Commerce. Même si je vous dis, si quelqu'un vous dit là je prends ma casquette de citoyen, si vous continuez à l'écouter, c'est que vous pensez que si c'est un scientifique du CNRS ou de Météo France, etc., c'est que sa parole a une certaine valeur en tant que scientifique. Donc ce serait de l'hypocrisie de vous dire que je ne parle pas en tant que scientifique. Merci pour votre réponse. On peut déjà prendre une première question pour continuer. Est-ce que vous avez une question du public ? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation et notamment la présentation des activités d'Atécopole. Je suis Elisabeth Lambert, je suis directrice de recherche au CNRS en droit sur les questions de justice environnementale. Vous avez commencé à évoquer les actions auprès des politiques et justement ma question portait sur cet aspect. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce qu'il y a un vrai problème de médiation de la connaissance scientifique auprès des décideurs publics. Les think tanks ultra-conservateurs et climato-sceptiques ne se gênent pas d'aller faire du lobbying, y compris auprès des institutions européennes. Et j'ai l'impression que nous, chercheurs, évidemment, nous ne sommes pas lus par les décideurs publics. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quelle est notre légitimité pour faire plus auprès des décideurs publics, puisque c'est là que les décisions continuent à être prises? Merci. Je vais avoir du mal à répondre parce que je pense que c'est une question qu'on n'arrive pas encore, on n'y arrive pas à répondre. C'est-à-dire quand je vous parlais qu'on a essayé, on intervient dans le débat public, il y a cette idée que ce qu'on essaie de construire, c'est une contre-hégémonie culturelle par rapport, voilà, des critiques de la croissance économique, faire des cours sur la décroissance, etc. Donc à des larges publics. Et j'étais assez marqué par cet ouvrage récent de Robert Brull, hein, qui est un peu l'un des chercheurs américains les plus connus, en tout cas très connus justement dans la justice environnementale. Hein. Donc ça a été publié cette année. Hein, et on connaît justement tous les discours des lobbies de Shell, Exxon, la fabrique du doute aux États-Unis. Et là, ils ont fait cet ouvrage en disant mais qu'est-ce qu'il en a en Europe et essayer de faire dans différents pays comment ça s'est passé. Donc vous avez un peu évidemment de ce que vous disiez, les think tanks. Enfin, voilà, tout. Au niveau européen, il y a 10 fois plus de lobbies des intérêts des entreprises que des intérêts que des ONG. Et il y a, dans leurs conclusions, hein, dans les messages clés, ils disent en fait, dans les politiques publiques en faveur de l'environnement, notamment le Green New Deal ou des choses qui semblent aller dans le bon sens, hein, les objectifs un peu ambitieux de l'Europe de moins 55% en 2030 hein, des émissions de CO2, en fait, ils disent qu'ils ont l'impression que l'opinion publique n'est pas importante. Que les politiques de climat, que ce soit de l'obstruction ou des choses qui vont un peu dans le bon sens comme le Green New Deal, hein, qui est détricoté hein, depuis, hein, principalement, ça se fait en privé, dans du lobbying direct. Et donc ça nous pose question, parce que nous, à l'Atécopole, on n'est pas très armés pour faire ça. On n'a pas vraiment eu une stratégie de dire qu'est-ce qu'on veut faire. On n'est pas comme... Jean Covici et son think tank qui a dit moi je vais parler directement aux décideurs publics, à ceux qui ont le pouvoir, ce sont les chefs d'entreprise, etc. C'est ceux que je veux influencer, qui est une stratégie qui paraît légitime quand on regarde ça, quand on voit qu'effectivement ce sont les entreprises majeures, surtout les entreprises des énergies fossiles, mais aussi de l'automobile, qui sont complètement responsables du blocage institutionnel au niveau européen. Donc, voilà, si ces personnes-là, on pouvait les retourner, les changer de l'intérieur, ce serait intéressant. Je sais pas. L'idée, c'est que faut tout essayer, tout ce dont on est capable. Donc, nous, on répond à des opportunités. C'est-à-dire que quand on nous sollicite, quand on va parler à des décideurs, des personnes, on essaye voilà, on va dans toutes les arènes où on nous accueille, partout où il y a des alliés. Si je suis ici, pour moi c'est évident que vous êtes des alliés. En tout cas, que certains et certaines d'entre vous sont des alliés au sein de personnes
qui ont des chances d'avoir un pouvoir certain dans la société. Donc, voilà, donc j'espère que vous êtes des alliés pour transformer le système de l'intérieur. Transformer le système de l'intérieur, c'est compliqué. Donc voilà, l'action, comment changer les sociétés, il faut toujours établir un rapport de force, il faut trouver des alliés, comment on fait le rapport de force. Il y a le côté toujours, les rapports structurels, on peut faire une analyse un peu marxiste, de dire voilà, quelles sont les classes sociales, quels sont les pouvoirs, et puis il y a aussi les pouvoirs symboliques qui sont extrêmement importants. Nous, je pense qu'on essaie de travailler sur le côté culturel, la contre-hégémonie culturelle, parce que c'est une arène où on peut critiquer la croissance économique, les discours. Là, je vais évoquer très rarement la domination des discours économiques orthodoxes est juste absolument scandaleuse. Le fait qu'on enseigne dans les écoles d'ingénieurs, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais les modèles de l'offre de la demande, de l'équilibre optimum, du marché, etc., alors que ça fait des dizaines d'années que les économistes eux-mêmes ont montré que ça ne marche pas. D'accord ? Donc la crise économique de 2008-2009, elle a quand même montré que c'était bidon. Comment ça se fait que là, ce soit continué à enseigner ? Comment ça se fait qu'on considère que l'économie orthodoxe est une science ? Donc l'un des projets qu'on a justement, c'est d'essayer d'avoir une communauté de scientifiques qui dénoncent cette mainmise idéologique de l'économie orthodoxe. Mais bon, je ne réponds pas, hein, je peux vous donner plein de pistes, mais je ne vais pas répondre. Je suis preneur d'idées justement sur comment rendre plus efficace. La seule chose qu'on dit, c'est le collectif, trouver des alliés, c'est pour ça qu'on s'ouvre aussi à la société civile, qu'on fait des congrès, qu'on vient ici. Enfin voilà, les forces en présence sont en fait beaucoup plus importantes qu'on peut le croire. Et puis aussi, oui, quand je disais à la fin, et c'est joyeux, peut-être quelque chose que je dis avant d'oublier, parce que le changement de société, c'est extrêmement enthousiasmant. On est très très loin de l'écologie punitive, il va falloir se priver, c'est plus possible, etc. En fait, la société dans laquelle on pourrait vivre, elle serait beaucoup plus, qui serait égalitaire, centrée sur les besoins fondamentaux, contre les besoins inutiles, etc., et beaucoup plus excitante que le monde de consommateurs, consommatrices individuelles qu'on nous impose. Et la démarche aussi active, collective, telle qu'on a au sein de la Técopole, où on a plein de gens formidables, est extrêmement joyeuse aussi. Voilà, donc l'action collective est quelque chose aussi d'absolument enthousiasmant et joyeux. C'est très important de le dire, hein, on est à des antipodes de l'écologie punitive, qui ont encore une image propagée pour disqualifier les mouvements environnementaux. Oui, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur la partie privilège des scientifiques et sur la possible oppression des classes populaires. Et du coup, je me demandais comment réussir justement à inverser ces privilèges, cette posture de supériorité, notamment vis-à-vis du monde rural, où on voit par exemple une grande percée de l'extrême droite ces dernières années, et étant donné en plus que l'ascenseur social dans le monde rural, il n'est pas vraiment existant, et que des scientifiques qui sortent du monde rural, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Comment le discours scientifique peut réussir à percer dans ce monde-là? Ça peut se faire que si on arrive à se rencontrer et parler. Donc la question, que ce soit le monde rural ou les quartiers populaires, on ne doit surtout pas y aller en disant regardez, nous scientifiques, on va vous apprendre des choses. Voilà, ça reste une possibilité. Donc on ne peut y aller que si on y est invité. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est être attentif au mouvement de réflexion, de contre-pouvoir, enfin voilà, qui existe. La sécurité sociale de l'alimentation, ça met en prise le monde rural. L'atelier paysan, la confédération paysanne sont extrêmement avancés dans leur critique, dans les problèmes actuels. Le modèle agricole industriel, on sait, c'est consensuel, que c'est totalement, ça nous emmène droit dans la catastrophe. Il y a un consensus scientifique pour aller vers l'agroécologie de façon systématique. Okay, donc, ça, ce qu'on peut essayer, c'est de défendre les personnes dans le monde agricole qui vont dans ce sens-là. Mais ce n'est pas forcément évident.
Pour l'instant, je n'ai pas d'initiative à citer directement, à part qu'effectivement, une des formations qu'on met en place cette année, un certificat sur le low-tech, les étudiants vont faire un atelier avec l'atelier paysan. Donc voilà, ça c'est trouver les alliés qui sont déjà sur place et essayer de les aider et leur donner, sans donner de leçons, mais apprendre d'eux et d'elles et faire ça. Dans les quartiers populaires, on a un projet là, avec la Fédération française des centres sociaux, donc qui sont très implantés, qui ont plein d'initiatives dans les quartiers populaires, qui défendent une idée de l'écologie populaire et qui nous ont contactés. Et donc là, on est super enthousiastes. On dit, voilà, est-ce qu'on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, etc. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on essaye. Et là, il y a du potentiel, très certainement. Merci beaucoup. Ma question, c'est sur la citation de Bruno Latour, savoir et ne pas agir, c'est de ne pas savoir. Il y a une grande prémisse derrière qui est que le savoir mène automatiquement ou logiquement à l'action. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a une diversité de savoirs, beaucoup de fake news, et tout constitue savoir. Donc, d'abord, ma question est double. Pensez-vous qu'il n'y a pas quelque chose entre le savoir et l'agir qui est de ne pas vouloir savoir? Et voilà, c'est déjà ça. J'ai une deuxième partie de la question, mais elle n'est pas essentielle. Ne pas vouloir savoir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Il faudrait préciser votre question. C'est-à-dire, est-ce que c'est une piste intéressante? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est quoi le... Non, ce n'est pas légitime, mais elle existe. C'est comme les gens qui parlent au nom de la démocratie, mais ce n'est pas au nom de l'intérêt général. C'est comme tous les discours pas légitimes, mais c'est tellement massif que... Bon, je précise que je suis américaine et l'élection de Trump, bon, je n'ai pas besoin de dire, mais le problème, c'est dans une démocratie où les gens ont droit de vote et qui ne veulent pas savoir, eh ben, on fait comment? Et c'est la même chose avec le climato-scepticisme ou le climat denial. Si on sait et on ne sait pas, et je questionne combien de puissance ou de pouvoir a cette notion de savoir pour mener à l'action juste. Excusez-moi, ma question n'est pas très non, explicite. vous touchez un problème fondamental. Hein. La question, c'est effectivement de la légitimité des savoirs et de leur autorité. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un relativisme généralisé, où toute opinion se vaut, et que actuellement les systèmes justement socio-technologiques ont permis ça, que tout se vaille, qu'il y a une inflation des discours et des fake news et encore renforcée par l'IA, ça menace complètement évidemment notre démocratie. Et on le voit largement, enfin c'est terrifiant ce qui se passe aux États-Unis, mais qui se passe aussi en Argentine avec Milei. Enfin, qui se passe, on est un tournant où effectivement on voit nos démocraties s'effondrer actuellement. Donc quand on disait que là et comment défendre ça et de penser que juste le savoir va suffire. Si le savoir n'est pas respecté, oui, on est aux limites de nos compétences. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que il y a pour moi une erreur fondamentale, c'est de s'arc-bouter sur l'autorité du savoir. La science dit. Le positionnement du GIEC, qui est extrêmement utile, enfin le GIEC qui part de loin, mais récemment de constituer un consensus scientifique tellement large qui est reconnu, c'est très important. Mais il y a vraiment, et souvent quand par exemple même les mouvements, même Greta Thunberg va dire la science dit. Voilà, c'est extrêmement dangereux. Voilà, c'est un savoir sclérosé, alors que les sciences, les discours scientifiques, c'est beaucoup plus une démarche, un questionnement, une remise en cause.
Et ça, c'est vraiment la démarche scientifique. Et les discours climato-sceptiques sont rentrés dans ce gouffre du doute systématique, etc., pour dire ah mais on a le droit toujours de douter, complètement miner ce discours parce qu'il est indéfendable de s'arc-bouter sur un savoir constitué qui sait on dit le vrai, même si l'objectif de vérité est toujours près des discours scientifiques. Donc pour moi, quand je vous parlais de sciences post-normales, quand le fait de partager des savoirs, c'est dans nos moyens, essayer au maximum d'ouvrir les sciences, justement, à un mouvement des savoirs engagés en dehors de l'institution, de reconnaître qu'il y a des savoirs en dehors de l'institution. C'est extrêmement important de lier des ponts, de lier du dialogue, etc. Les savoirs qui étaient au sein du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, en France, c'était extrêmement important. Enfin, il y a tous les savoirs populaires sont extrêmement importants. C'est donc comment notre rôle, il est encore plus fondamental qu'il est menacé, que de ne pas s'arc-bouter dans une défense du vrai et d'aller à la rencontre de tous les savoirs, d'aller dans la discussion et d'arriver à discuter avec... alors ça, je sais, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, on ne le fait pas assez, mais il faudrait qu'on soit beaucoup plus à le faire, d'aller discuter avec des gens qui propagent des fake news, qui ont des doutes, qui ont en général... je pense que ce qui est légitime chez les électeurs de Trump, c'est le ras-le-bol, je vais faire la psychosociale un peu peut-être de Café du Commerce, mais c'est le ras-le-bol d'un mépris de classe. Les démocrates, il y a un tel mépris de classe que, et on le voit aussi dans beaucoup de personnes en France qui votent pour le Rassemblement national, ils savent que le Rassemblement national, beaucoup se foutent de leur gueule, qui défend le capitalisme, mais au moins dire, cette fois-ci, tout le monde on va tous dans le même bateau, c'est un peu une vengeance contre un discours élitiste. Donc, par rapport à ça, défendre un discours élitiste de savoir surplombant, c'est la pire des stratégies. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye, on essaye de s'en défendre. Je pense qu'on n'y arrive absolument pas. Je pense que mon ethos de professeur de choses fait que je vais toujours avoir un peu un discours donneur de leçons. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas que vous m'écoutiez comme donneur de leçons, etc. Mais forcément, ça va transparaître. Mais en tout cas, c'est dans cette direction. Quand je parlais de démocratie participative ou délibérative, l'idée, c'est que, évidemment, le vote, ce n'est pas la fin de la démocratie. De penser que le modèle économique, que les gens ont des opinions prédéfinies et que ça fait le vote et que c'est ça qu'il faut respecter, c'est totalement absurde. La plupart des personnes n'ont pas d'opinion prédéfinie. Dans les conventions citoyennes, des personnes arrivent avec des préjugés ou des choses qu'ils ne connaissent pas, et puis ils travaillent, on les informe, et ça évolue, c'est dans le dialogue. C'est-à-dire que toute décision devrait être passée dans la délibération. Donc, essayer d'ouvrir tous les espaces délibératifs. C'est Hannah Arendt et Jürgen Habermas qui défendent que l'idée de changement passe par les conversations. Donc ça, c'est lutter pour la démocratie, c'est le partage des savoirs, démocratie, délibération, discussion, ce sont toutes les voies qu'on cherche à privilégier et qui sont une réponse extrêmement modeste et humble et certainement insuffisante par rapport à la puissance monétaire et le déferlement des technologies numériques, et du fake news, etc. qu'on a en face de nous, mais je n'en connais pas d'autres. La question est, est-ce que vous ne pensez pas que l'approche fondamentale est plutôt, comme je le fais, de travailler sur les comportements? C'est la seule chose que nous explique qu'il ne faut pas travailler parce que c'est inaccessible. Et vous parlez qu'il y a des conflits politiques. Moi, je pense que approcher l'écologie par la politique, ce n'est pas forcément le meilleur levier. Parce qu'on arrive à des conflits. Vous parlez de l'extrême droite, il y a quand même 11 millions d'électeurs. Alors comment est-ce qu'on va faire pour que ces 11 millions de personnes aient une autre perception? Je crois qu'il faut développer des produits avec un effet wow, avec un émerveillement. Et c'est ce que je fais, et je crois qu'il faut faire des produits qui nous fassent évoluer dans nos habitudes et dans nos comportements. Et avec de la technologie, je n'écarte pas la technologie comme un levier à cette transformation. Et vous avez parlé de transformation et d'action collective, le troisième point qui est dans je m'inscris, moi je parle d'inversion. Il faut avoir une approche d'inversion, de mettre l'humain et la nature en priorité. Alors j'aurais pas mal de choses à répondre. Alors, je vais essayer d'être assez court. Et puis, je vais certainement être un peu caricatural. Donc, je m'en excuse parce que bon, c'est l'objet aussi de cours que je donne sur
qui s'appelle Les raisons de l'inaction et comment amener les gens à changer. Et donc, il y a, dans ce que j'entends de ce que vous avez dit, j'aurais des points de vigilance. Quand on dit changer les comportements, voilà, l'un des points de vigilance, je suis passé assez rapidement sur l'approche néolibérale qui est de renvoyer la responsabilité à l'individu. Il y a toute une branche importante de bonne volonté, notamment de la psychologie sociale, qui veut dire, bah oui, en gros, nous sommes tous responsables par nos comportements, donc comment on pourrait changer ça? C'est un peu, ça correspond à, dans l'éventail des actions possibles, de se restreindre un peu, au moins de privilégier le côté action individuelle et notamment consommation. Il y a toute une tendance de discours qui pointe, donc c'est pas ce que vous dites, mais voilà, c'est juste pour positionner là où contre quoi est ma critique, qui fait peut-être écho à la vôtre, de pointer qu'il faut changer nos désirs de consommation et ça, changer les comportements. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le comportement, si on fait une approche en psychologie ou en neurosciences, on ne sait pas comment ça marche. Mais 25 ans de neurosciences m'ont appris assez pour savoir que le cerveau, c'est compliqué. Donc, c'est un sujet légitime d'étude qui est passionnant. On peut faire des corrélations entre des comportements et des choses qui se passent dans le cerveau, mais on ne peut absolument pas mesurer des choses dans le cerveau et en savoir quoi que ce soit de pertinent pour nos comportements. La psychologie, ce n'est pas mieux. D'accord ? Il y a des choses de psychologie, c'est passionnant des choses de psychologie, notamment la psychologie clinique, mais on n'a pas de théorie de choses consensuelles qui pourraient nous dire « Ah, les mécanismes psychologiques, c'est ça ». Par exemple, il y a tout un discours des barrières de l'inaction. Il y a un article célèbre de Guy Ford qui s'appelle les 12 barrières de l'inaction et comment les surmonter. Il y a des gens comme Thierry Ripoll, qui a aussi un psychologue qui va dire comment surmonter les barrières de l'inaction, qui se base sur la psychologie, les neurosciences. Il y a Sébastien Boller, le bug humain, qui dit on a un bug dans le cerveau, c'est pour ça qu'on n'agit pas. On avait publié une tribune que vous retrouvez pour dénoncer ce genre de discours. Il n'est pas fondé scientifiquement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de dire bah là, pourquoi ne pas s'intéresser au comportement psychologique, qu'est-ce qui nous amène à faire ça? C'est légitime comme question. Nos connaissances ne sont pas suffisantes pour dire quoi que ce soit d'intelligent là-dedans. Quand Jean Covici finit sa BD en citant Boller, en disant « Ah, on aurait un bug, c'est dans le cerveau qui cite Boller, etc. » Non seulement il sort de son domaine de compétence illégitime, mais c'est complètement faux. Donc là, je n'ai pas le temps de développer, mais dire si j'ai une petite compétence spécialisée qui me reste de ma formation de neurosciences et une autorité pour le dire, parce que j'en ai discuté avec mes collègues qui continuent à travailler en neurosciences, c'est qu'il n'y a toujours rien de pertinent là-dessus. Tous les discours sur les biais comportementaux, tout ce qui vient de Kahneman et Tversky déjà des années 90, c'est légitime, intéressant dans son petit domaine d'études. Pourquoi pas étudier les biais, préférences pour le présent, des choses, tous les biais d'optimisme, etc. C'est pas inintéressant comme dans le domaine scientifique, ça n'a aucune validité pour le comportement de tous les jours. Et c'est pas un hasard si tous ces discours sur les biais sont repris par les économistes orthodoxes, puisque ça permet de modifier un peu un homo economicus biaisé, etc., de le rentrer dans des modèles. Ce sont des discours idéologiques, ce sont des discours qui n'ont pas de validité scientifique, qui n'ont pas de validité en dehors du dispositif du laboratoire dans lequel ils sont testés. Qu'est-ce qui est important? C'est que tous ces phénomènes de comportement, ce sont des phénomènes sociaux. Donc moi, ce que j'ai beaucoup plus appris en lisant des sociologues, notamment une sociologue, Karen Orgard, qui a un bouquin qui s'appelle, qui parle j'ai oublié le titre, mais sur l'inaction, qui montre comment il y a une boîte à outils culturelle de l'inaction. C'est-à-dire dans la façon dont j'aurais envie de vous répondre, est-ce qu'il ne faut pas changer les comportements, comment on le fait?
elle montre comment l'inaction dans une petite... Alors c'est en 2000, une étude qui est faite dans un petit village de Norvège, où elle dit comment ça se fait que des gens hyper informés, hyper conscients, hyper généreux, etc., ne fassent absolument rien, alors qu'ils ont les moyens, ils ont la capacité de politique, ils savent comment écrire dans le journal, ils savent contacter leurs députés, ils pourraient lancer un mouvement pour changer, sachant que la Norvège est un pays exportateur de pétrole, donc complètement responsable. Ce sont des gens ils ont toutes les raisons de l'inaction, manque de connaissances, égoïsme, manque de capacité, tout ça, ça n'est pas, et pourtant il ne faut rien. Et elle observe quels sont les processus assez finement qui fait qu'on n'en parle pas. Les gens n'en parlent pas, ils le mettent de côté parce que d'un côté, ça rapproche la psychologie parce que c'est trop fort, c'est trop traumatisant, parce qu'effectivement, si on remet en cause l'ensemble de nos conditions de vie, ça parle de trauma culturel, mais que ça va passer par des mécanismes très simples, typiquement dans les conversations. Les choses qu'elle va dire, c'est par exemple l'humour, pour détourner la conversation. Ah, on va bientôt cultiver des oranges en Norvège. L'exemple qui est typique des années 2000. Je l'ai beaucoup utilisé. Ça, c'est une façon de ne pas discuter, de ne pas aborder le problème. L'injonction à l'optimisme, cette partie là-dessus. Moi, j'ai rien contre l'optimisme et l'engagement et la joie, etc. Par contre, l'injonction à l'optimisme. C'est-à-dire qu'au lieu des personnes qui sont engagées, qui commencent à parler, de dire ouais, c'est quand même extrêmement flippant ce réchauffement climatique, tout ce qui se passe dans le monde, oui, mais il faut être optimiste, bien sûr. Quand on va parler à des étudiants, à des jeunes, il faut être optimiste, il faut un message optimiste. Pourquoi ? Moi, je l'ai vu systématiquement dans les conférences de climatologues. À la fin de leur conférence, où c'était, je vous disais, un tableau complètement catastrophique, à la fin, ils disaient « Bon, pour finir sur un message optimiste, parce qu'il faut bien finir sur un message optimiste. » Mais pourquoi ? Ils ont le droit de le faire, moi, j'ai rien contre l'optimiste. Hein. Mais pourquoi cette injonction ? On est dans un impensé, on est dans une pratique culturelle. Quand il y a quelque chose qui dit « bien sûr », c'est une façon de repérer un discours culturel non pensé, non questionné. La psychologie ne nous dit absolument pas qu'il faut être optimiste pour agir. Tout ça dépend du contexte culturel, de la socialisation des personnes, de la psychologie des personnes. Elles ont besoin d'un choc, d'être complètement confrontées, et ça les pousse à l'action. Il y a plein d'exemples de militants qui, c'est parce qu'ils ont été confrontés à une perspective d'effondrement. Enfin voilà, les succès des effondristes en France, etc. Ça pousse à l'action. D'autres personnes, elles ont besoin d'être optimistes pour pousser à l'action. Le problème, c'est l'injonction. Donc ça, ce sont des petites choses, et ça devient, quand ça devient une injonction, ça devient un discours de l'inaction. Donc ça, ce sont donc ça, c'est vraiment l'approche pour moi sociologique, et ça que j'essaye d'enseigner aux étudiants, c'est de voir comment ce sont des choses assez simples qui passent par les conversations et qui ne sont pas renvoyées à une psychologie fictive. Psychologie individualiste, compatible avec le néolibéralisme, et qui est illégitime, qu'on voit dans les modèles dans les bouquins de self-help, etc. Même tout ce qui est les discours sur l'éco-anxiété est complètement bidon, avec cette approche psychologisante. L'éco-anxiété, non, c'est une anxiété politique. Si on flippe, c'est parce qu'on a des dirigeants qui nous emmènent droit dans le mur. Donc c'est un combat, et effectivement on est mal. Est-ce qu'on demande aux victimes de Poutine, typiquement, de soigner leur éco-anxiété ? Et surtout, le discours parler du vivant, c'est super important. Et c'est bien de rappeler aussi des auteurs, parce que tous les discours, les critiques, elles ont été faites depuis les années 70. On a tout ce qu'il faut pour penser depuis longtemps. On redécouvre, on revient extrêmement là-dessus. Mais le discours encore, donc ça, l'importance du vivant, elle est fondamentale. Par contre, se dire, il suffit de se reconnecter au vivant pour tout résolutionner. Une lecture un peu rapide de Descola qui dit, notre société qui est très juste, notre modernité, c'est la séparation nature-culture qui permet de la détruire, etc. C'est très bien. Donc, on a des personnes qui parlent à la radio, etc., qui disent il faut reconnecter à la nature, il faut prendre soin d'un petit arbre dans la ville, etc., parce que si on se soigne la reconnexion à la nature, alors on va agir. Tout ça, c'est bidon, c'est de l'approche individualiste, c'est passer à côté du sujet, c'est nous détourner des responsabilités, des combats politiques collectifs qui sont importants. Donc oui, je reviens, je dis, changer les comportements, c'est pas par une formule psychologique, ça passe par les initiatives, les actions collectives, par la discussion, etc. C'est en tout cas, moi, j'ai trouvé, autant dans les approches sociologiques, j'ai trouvé des choses extrêmement inspirantes et valides, autant, ça ne veut pas dire que toute psychologie est mauvaise, mais actuellement, dans la psychologie sociale, qui d'ailleurs typiquement une branche particulièrement faible scientifiquement, qui utilise les stats de façon très mauvaise, etc. Enfin voilà, c'est des choses illégitimes qui y a actuellement. Et ça a pignon sur rue, et médiatique, malheureusement. Dans le contexte de la politique internationale, comment interpréterez-vous les différents discours entre le Nord et le Sud global concernant les droits à la pollution, au développement,
en tenant compte des différences historiques dans leur contexte d'exploitation et d'opportunité. Typiquement, une façon de répondre, un cadre interprétatif pour répondre à ta question, c'est utiliser le donut de Kate Raworth, qui est pas une... On dit parfois une théorie, c'est pas une théorie, c'est juste un mode de représentation des limites planétaires et du plancher social qui est particulièrement utile, avec l'idée que vous connaissez, j'espère, enfin voilà, le schéma des limites planétaires. Oui ou non, vous avez vu ça en cours? Ouais. Donc on sait qu'elles sont largement dépassées et que c'est un problème. Il n'y a pas que le climat et elles sont interdépendantes, mais effectivement, il y a plein de pays pour qui les besoins essentiels ne sont pas respectés. Et donc les besoins essentiels, il faut effectivement qu'ils se développent, qu'il y ait de la croissance ou de croissance de plus d'accès sanitaire, d'eau, de nourriture saine, etc. Il y a quand même 800 millions de personnes, en tout cas il y avait 800 de personnes qui sont mal nourries ou sous-nourries dans le monde. C'est juste absolument une catastrophe, qui n'ont pas accès. Enfin voilà, donc ça, c'est un cadre théorique. Et donc la remise en cause de notre système, il est très clairement, il y a le mensonge qui a été dénoncé depuis très longtemps, notamment dans les années 70 dans les critiques de développement, c'est ce modèle qu'il y aurait un modèle unique du développement où que les pays riches voilà, sont là et l'ensemble des pays pauvres sont en développement et vont atteindre le modèle du bien-être américain pour tout le monde. On sait que ça ne rentre pas dans les limites planétaires, et puis on sait surtout que les pays sous-développés ne sont pas nés sous-développés. Le sous-développement a été créé au XIXe siècle par le colonialisme. Au début du XIXe siècle, la Chine était largement aussi riche que la province européenne occidentale. C'est le processus colonialiste. Il y a un livre que moi j'aime beaucoup de Mac Davis qui montre, qui parle des génocides tropicaux, comment à la fin du XIXe siècle, l'influence coloniale a appauvri et créé des génocides, typiquement en Inde et puis aussi en Chine. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment ce mythe du développement. Et donc, actuellement, les inégalités à l'intérieur des pays et entre les pays continuent à augmenter. Donc, on ne peut pas continuer ce discours. Donc, évidemment, il faut trouver un autre modèle de développement et celui-là, il n'est absolument pas compatible dans le modèle néolibéral, capitalisme, d'échanges internationaux à tout va, de soi-disant, il faut délocaliser là où les coûts sont moins chers, optimiser, enfin tous ces discours d'optimisation, là c'est le moins cher, tout ça c'est truc bidon, c'est juste de l'exploitation totale. Donc ma réponse, ce serait, on ne s'en sortira pas sans changer de système. Juste pour peut-être, voilà, c'est... Donc là, ça, c'est des cours que je fais dans des cours sur la décroissance, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la décroissance, qui n'est pas la récession, c'est voilà, un autre type de système. Et donc, ça, c'est des études qui montrent... Alors, peut-être repart... voilà, la question, c'est partir des besoins fondamentaux, dire qu'est-ce que ce sont que les besoins fondamentaux, et il y a des tentatives pour essayer de faire un universel. Alors moi j'ai toujours très peur des universels, de dire est-ce qu'on peut vraiment définir pour toute société, il y a une telle diversité des sociétés que je ne sais pas, mais ça donne une approche. Là vous avez vu un petit peu voilà, différents cadres des besoins fondamentaux, et donc il y a des études maintenant qui utilisent avec les Decent Living Standards, qui est une opérationnalisation des besoins fondamentaux pour les mettre dans des modèles. Donc moi, je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est des tentatives assez intéressantes. Et ces modèles, ça permet de quantifier par pays. Typiquement, là, vous avez la France qui dépasse les limites planétaires dans plein de domaines et qui a à peu près tous ses planchers sociaux. Et puis, vous avez le Sri Lanka qui dépasse pas ses limites planétaires. Par contre, les planchers sociaux, il faudrait qu'ils se développent. Donc ça laisse... Est-ce qu'il y a un safe operating space pour l'ensemble de l'humanité? Est-ce qu'on peut vivre à 10 milliards dans le donut? Et dans leur première étude, l'équipe de Julia Steinberger à Lausanne avait essayé de quantifier ça et montrait que, en fait, en faisant ça un peu à la louche, le nombre de barrières physiques qui sont transgressées, donc plus on va pour la droite, plus c'est mauvais, et puis le nombre de seuils sociaux qui sont atteints, plus on va vers le haut, mieux c'est. Et en fait, c'est là où on voudrait être, et il n'y a aucun pays. Et donc la question, actuellement, ce ne serait pas possible de vivre à 10 milliards d'individus ici. Donc ça, c'est une étude un peu plus récente qui a mis à jour l'évolution des pays, donc c'est clair qu'on n'y est pas. Et Julia Steinberger, voilà, elle disait, est-ce que c'est possible? Donc là, la question du nord et sud, est-ce que le modèle où
on peut vivre bien dignement à 10 milliards d'individus, est-ce que c'est possible? Ou on peut abandonner et on fait comme Elon Musk et Trump, on va privilégier qu'une minorité crée des barrières, des super riches, soit à l'intérieur des pays et du monde, et puis on va laisser les pauvres du Sud, des pays du Sud crever, puis quand on sera moins de milliards, eh ben, on pourra entre riches, ou alors on laissera une population misérable. Enfin voilà, actuellement il y a une compétition entre un modèle profondément inégalitaire dans lequel s'inscrivent les politiques d'extrême droite, qui fait sécession, qui refuse d'embarquer l'ensemble de l'humanité voilà, qui a abandonné le fondamental du discours humaniste républicain. Il y a ça. Donc, je laisse me regarder, est-ce qu'on peut vivre, est-ce que c'est possible physiquement à 10 milliards? Est-ce qu'on est trop? Est-ce que notre charge écologique est trop forte? Et la réponse est non, pas dans la réalité internationale actuelle. Voilà, ça c'est consensuel, c'est pas possible. On le vit, il n'y a aucun pays qui le fait. Mais la réponse est oui si on fait une transformation complète. Donc ça, c'est les projets de la décroissance, que la décroissance, ce n'est pas un projet tout fixé, c'est justement un processus qui se veut démocratique, construction en chemin, de savoir comment on peut décider ensemble de vivre bien dans les limites planétaires. Et donc, elle donne quelques exemples. Et juste pour vous dire, voilà, c'est à peu près, ça c'est dans une modélisation, disant à quoi ressemblerait un monde, qu'est-ce qu'on aurait, notre empreinte énergétique, combien on pourrait dépenser de calories, d'énergie, de déplacement, etc. pour avoir une empreinte. C'est comme on dit, voilà, est-ce qu'on peut vivre à 2 tonnes, hein, si vous connaissez, typiquement on dit au niveau carbone, mais c'est qu'une dimension, hein, le carbone, il faudrait qu'on ait pas plus de 2 tonnes par personne, on est à 9 tonnes actuellement en France en moyenne, et 7,5 tonnes au niveau mondial en moyenne. Donc ça, c'est une modélisation qui dit, bah oui, ça peut passer. Là, c'est une autre modélisation qui dit, ouais, ça passe tout juste. Ils disent, ça pourrait passer à 75% de chance dans ce modèle. Et ce qui est très important ici, c'est sans innovation technologique. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on sait faire actuellement, est-ce que ça passe si on est dans une société égalitaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une vie décente, donc augmenter le niveau de vie pour quelques milliards d'individus quand même? Est-ce que ça passe? Et la réponse, ouais, ça peut passer. Mais les contraintes sont extrêmement fortes. Voilà, revenons au début, les changements de société absolument radicaux dont on a besoin, ils sont là. Mais voilà ce qui est en jeu. Déjà, merci beaucoup pour la présentation, c'était super riche, c'était très intéressant. C'est peut-être un peu fort. Non? Oui? Bon, ok. Donc j'aurais une double question, mais je pense que comme la réponse que vous avez donnée, elle va être un peu au milieu des deux, je pense que je vais donner les deux en même temps. Donc la première, c'est concernant votre introduction. Vous avez beaucoup parlé du fait que la science était utilisée pour isoler le débat sur le changement climatique des citoyens, et donc vous avez proposé comme solution l'écologie politique. Donc sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, du coup, quand vous avez parlé du rôle des scientifiques dans ce débat, vous avez évoqué le fait que vous pouvez apporter de l'information et apporter du savoir. Donc là, ça rejoint la question de notre collègue tout à l'heure. Pardon. Et en particulier avec l'exemple que vous avez donné avec le fumeur, que si on arrive à la réalisation, alors on se posera même plus de questions. Est-ce que justement, il n'y a pas un petit peu une tension à ce niveau-là, du fait de dire on veut de l'écologie politique, mais en même temps, si on donnait juste du savoir à tout le monde, ce serait réglé. Donc ça retirerait, entre guillemets, un petit peu le choix démocratique. Et alors, sinon, sur le deuxième point, c'était par rapport à la violence entre classes dont vous parliez, que vous vouliez pas mettre une classe intellectuelle sur un piédestal. Et est-ce que vous ne pensez pas que même le fait d'impulser une action collective, ça risquerait pas un petit peu de créer une dynamique comme ça avec une classe intellectuelle entre guillemets qui lance le mouvement et on attend que les classes plus défavorisées suivent? Désolé pour la question, c'est un peu long. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Les tensions que tu pointes, elles sont là. J'aurais plutôt tendance à dire ça.
sur cette question du rôle de savoir, moi, c'est effectivement, en tant que chercheur, forcément, pour moi, c'est extrêmement important de comprendre les choses, de les savoir, et que voilà, pour moi, plus je comprends les choses, plus je pense qu'on trouve des solutions. Par contre, très clairement, on est dans une solution tellement complexe que les solutions ne découlent pas automatiquement de ces savoirs, parce que les savoirs, ils sont absolument multiples et complexes, donc ils ne peuvent se passer que dans la délibération. Donc je renvoie encore au modèle des conventions citoyennes. C'est-à-dire les conventions citoyennes, les citoyens et citoyennes, ils sont exposés typiquement aux meilleurs savoirs scientifiques des experts et aussi contradictoires, parce qu'ils vont être exposés à des discours, parce qu'il y a toujours des discours contradictoires scientifiques, et ils font leur choix là-dedans, ils vont en trouver des solutions. Ce que montre l'expérience des conventions citoyennes, c'est que presque toujours, elles trouvent des solutions originales auxquelles on n'avait pas pensé avant. Parce qu'elles ont justement, elles ont cette chance d'avoir construire un savoir pluridisciplinaire qui ne dépend pas d'a priori, et que dans la discussion, c'est le miracle de l'intelligence collective à partir de personnes qui n'ont pas d'agenda a priori et qui acceptent d'évoluer et que ça marche. Donc ça, je pense que même si parfois j'ai l'impression d'être un peu peut-être définitif et autoritaire, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, voilà, le capitalisme est incompatible avec le système planétaire. Le capitalisme est tellement renouvelé de façon différente que pourquoi qu'il n'y aurait pas un système capitaliste qui finalement fonctionne. Et ça, je ne peux pas complètement le remettre, le dire que c'est impossible. Il y a des principes dans le capitalisme qui sont incompatibles, le fait de la croissance infinie, etc. Mais voilà, il y a des choses qui vont être un peu compliquées, mais on ne peut pas définitivement le dire. Après, il y avait par exemple un article d'Antonin Potier, qui est l'auteur de Comment les économies se réchauffent la planète, qui analyse assez bien pourquoi il y a des problèmes fondamentaux au capitalisme qui ne sera pas la solution. Et voilà, ça c'est du débat qu'on peut creuser. Donc il faut peut-être que certains discours un peu définitifs que je vais avoir, voilà, on sait, etc. On peut continuer à les questionner. Donc ça, c'est peut-être un peu un élément de la réponse. Après, c'est la question, comment impulser quelque chose. Moi, je suis dans une position de porteur d'un savoir, d'un statut privilégié, etc. Donc j'ai envie de pousser les choses. Donc comment faire en sorte que ça ne l'impose pas, que ce ne soit pas une posture surplombante, alors que j'ai envie, je ne vais quand même pas m'empêcher d'impulser en disant « Ah ben non, j'attends que ça vienne d'ailleurs ». Ouais, ça c'est une tension et un risque permanent. Donc je pense que ça se travaille, c'est tout. Il n'y a pas de... L'action collective, là je viens tout seul, mais très souvent on fait des interventions à plusieurs, c'est déjà une façon de peut-être se protéger de ce genre de risque. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Jean-Michel Huppé pour votre venue à Centrale Nantes, et merci au public d'avoir été présent et pour toutes les questions.